Être youtubeur, c'est un métier. Il y en a beaucoup, les plus connus surtout, qui sont des chefs d'entreprise. Ils ont des gens qui les aident à faire leur comptabilité, ils ont des avocats, ils ont des managers, ils ont des sociétés de production derrière eux. Après, il faut être conscient que si c'est un métier dont une infime minorité peut vivre. Déjà, le mot youtubeur, c'est vraiment un mot valise pour inclure tout un tas de compétences. Quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, il doit pouvoir se filmer, monter, faire la promotion sur les réseaux sociaux, donc c'est du community management, comme on dit, c'est un métier à part entière. Il doit faire du graphisme pour sa chaîne, des fois, pour faire de meilleurs montages, des meilleurs montages photos, etc., du Photoshop. Donc ça fait appel à tout un tas de qualités qu'on n'imagine pas forcément et c'est impossible à définir en tant que tel. Mais il y a énormément de métiers réunis en un seul. Tout dépend de l'importance du youtubeur. Évidemment, son nombre d'abonnés, parce qu'une marque va payer plus cher pour toucher plus de monde. C'est bien sûr, c'est normal. Mais les montants peuvent aller de quelques centaines d'euros pour un post Instagram chez un micro-influenceur, quelqu'un qui a une petite communauté mais très fidèle, à plus de 100 000 euros pour la réalisation d'une vidéo complète qui tournera autour d'une marque. Donc voilà, les grosses vedettes peuvent faire payer à une marque le financement de ce contenu-là, plus de 100 000 euros, voire 150 000 euros facilement. Voilà. Je pense qu'un youtubeur qui pendant des années n'a pas forcément il n'a pas pu vivre de son activité et il a noué une relation presque intime avec son abonné, où on a l'impression que c'est une relation horizontale alors que c'est pas le cas dans les faits. Il a du mal à assumer le fait qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il y a quelque chose qui se casse, je pense, dans la proximité qu'il y a dans cette relation. Et je pense qu'un youtubeur a un petit peu de mal à parler de son salaire parce qu'il a l'impression que ça va un peu mettre une distance entre lui et son abonné, son fan, je pense. Pour faire simple, on peut dire que ce sont des boîtes de production qui aident les youtubeurs à améliorer leur contenu d'un point de vue voilà, de la qualité de l'image, en leur permettant d'avoir une équipe technique avec eux. Norman, il fait une vidéo, là, il y a une dizaine, voire une vingtaine de personnes qui l'aident à faire sa vidéo. Le maquillage, les décors, les costumes, il sort vraiment de sa chambre en soi. Effectivement, ces groupes-là, ils ont vu une opportunité chez les youtubeurs de toucher une audience qu'ils étaient un peu en train de perdre. Et c'est un peu la même chose pour les marques en fait. Quand on est une femme sur YouTube, c'est très compliqué d'émerger, d'avoir de la visibilité parce que en fait leur parole est constamment discréditée par rapport à la parole masculine. Il n'y a pas longtemps, il y a une youtubeuse qui s'appelle Charlie Danger. Elle avait mis un tampon en vignette, en aperçu de sa vidéo, et la vignette a été supprimée, a été bloquée. C'est-à-dire que même parler de tampons, de règles, qui est un sujet complètement normal et biologique et basique pour les femmes, ça c'est assez mal vu. Et de se dire ça, c'est complètement irréaliste. Et je pense qu'il y a une énorme frilosité de la part des annonceurs et de YouTube qui préfèrent favoriser les marques qui leur rapportent de l'argent que plutôt les créateurs qui les font vivre aussi, mais d'une manière différente.